Bonsoir. Depuis le traité de Rome, il y a donc 40 ans, l'Europe n'a pas cessé de se construire. Marché commun, marché unique. Maintenant, avec le traité de Maastricht, un approfondissement, avec la monnaie unique qui est en route. Et puis, la PESC, c'est une abréviation qui veut dire politique étrangère et de sécurité commune, commune à l'Union européenne. Eh bien, on s'aperçoit que c'est très difficile de fabriquer une politique étrangère commune à 15 pays. Alors, pour tenter de comprendre pourquoi cette difficulté, l'un des chercheurs du LEPAC vient de passer pas mal de temps à Bruxelles, à questionner, écouter, et la restitution de cette enquête va se découper en 3 volets, 3 dessous des cartes. Aujourd'hui, on va d'abord regarder l'environnement géopolitique de l'Europe, après la fin de la guerre froide. La semaine prochaine, nous verrons de quels instruments l'Union pourrait disposer pour répondre aux nouveaux risques qui se présentent. Et puis, nous verrons enfin où sont les freins, où sont les blocages à la mise en place de cette PESC. Voici d'abord la carte de l'Union. 6 États membres dans la CE en 1957, 9 en 1973, 12 en 1986 et 15 en 1995. L'Union européenne rassemble aujourd'hui 370 millions d'habitants sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Cela définit en soi un paysage stratégique, c'est-à-dire des intérêts à défendre et des menaces à prévenir. Or, ce paysage est d'autant plus difficile à dessiner que la menace principale a tout de même disparu avec la fin de l'URSS. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait plus de menaces. Alors étudions quels sont désormais les risques pour l'Europe en raisonnant en cercle imaginaire. Le premier cercle, c'est notre voisinage immédiat. Et là, on peut déjà repérer plusieurs risques. On constate la multiplication des États sur le continent européen. On en comptait 28 en 1950, on en compte 43 aujourd'hui. Et multiplication des États, ça veut dire multiplication des frontières, des intérêts, donc des objets de litige, donc potentiellement d'instabilité. La Yougoslavie a été le premier exemple, et dans son sillage, il y a le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie. On assiste aussi au retour de contentieux ethniques, politiques, religieux que la guerre froide avait étouffés. C'est le cas par exemple entre la Bulgarie et la Roumanie. Et puis il y a des menaces qu'on ne peut pas voir sur la carte. C'est la multiplication des réseaux criminels transnationaux, avec leurs flux illicites qui profitent justement de la faiblesse des États. Par exemple les réseaux terroristes islamistes qui prolongent la guerre civile algérienne sur le sol de l'Europe, les réseaux de vente d'armes, de drogue, de matières nucléaires, tout cela pouvant fragiliser la sécurité du territoire de l'Union. Alors, dans ce voisinage immédiat, quels objectifs pour maintenir la sécurité de l'Europe? D'abord, prévenir les conflits en insérant les pays voisins de l'Union dans des réseaux de solidarité, c'est-à-dire appuyer les réformes de ces pays par le dialogue politique et l'aide économique. Ensuite, il faut pouvoir réagir aux conflits, c'est-à-dire garder prêtes des forces militaires de prévention, d'interposition ou de maintien de la paix. Et puis enfin, il faut protéger, c'est-à-dire lutter contre ces flux mafieux en tout genre. Voilà, schématiquement, ce qu'on peut retenir pour le premier cercle. Maintenant, regardons un petit peu plus loin. Dans le deuxième cercle, on voit tout de suite l'importance du dossier Israël-Palestine et puis plus largement le monde arabe. Et cela concerne l'Union, d'abord parce que le Maghreb est une région d'émigration et parfois une source de terrorisme, mais surtout parce que l'Union dépend en grande partie du monde arabe pour son approvisionnement en pétrole. Il suffit de se remémorer dans quel camp se sont rangés Italiens, Français, Britanniques, Belges lors de l'invasion du Koweït par l'Irak. Alors quels enseignements l'Europe a-t-elle tirés de la guerre du Golfe, en tout cas en termes de sécurité? D'abord, pour intervenir dans les affaires du Moyen-Orient, il faut être un interlocuteur politique puissant et cohérent, comme le sont les États-Unis. Ensuite, l'Union doit avoir en propre des moyens logistiques et militaires. Par exemple, un satellite de renseignement proprement européen pour ne plus dépendre des satellites américains. Ou bien des moyens logistiques pour projeter une armée loin de sa base. Dans le deuxième cercle, on trouve aussi la Russie. Je vous rappelle que l'Union, depuis l'adhésion de la Finlande, a désormais une frontière commune avec la Russie.
Et rien n'indique que dans 20 ans, la Russie n'aura pas restauré une capacité de puissance, y compris militaire, et la volonté éventuellement d'en faire usage. Donc, de ce deuxième cercle, on peut déduire qu'une politique de sécurité européenne exige aussi de conserver un dispositif militaire, soit de défense, soit simplement d'intervention. Maintenant, si on passe dans le troisième cercle, c'est-à-dire le cercle monde, on trouve des intérêts d'une nature différente, moins tangible et peu cartographiable. Il ne s'agit pas de défense en tant que telle, mais de critères de sécurité pour le long terme. Le contexte de ce troisième cercle, c'est celui de la mondialisation. Et cette mondialisation, des échanges, de l'information, des investissements, des questions d'environnement, crée de nouveaux conflits, qui sont avant tout des conflits d'intérêts et non plus des conflits militaires. On se souvient de la bataille entre Européens et Américains sur les quotas agricoles, ou bien de l'exception culturelle sur les produits télévision lors de la fin des négociations pour le GATT, ou encore du conflit avec le Japon à propos des quotas d'importation d'automobiles japonaises. Eh bien, la sécurité des pays européens dépend de leur capacité à défendre leurs intérêts, notamment dans les instances de décision internationale. Or, on s'aperçoit là que la puissance économique de l'Europe ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on a vu en Yougoslavie, ou bien dans les négociations au Proche-Orient, ou bien lors des litiges entre la Grèce et la Turquie, plus récemment au Zaïre et en Albanie encore? Quelle que soit sa puissance économique, quelle que soit sa générosité en matière d'aide, l'Europe reste peu crédible parce qu'elle manque de cohésion politique. Alors de ces trois cercles, on peut peut-être retenir trois idées. D'abord, la sécurité est désormais un état global. Elle concerne le militaire, le politique et l'économique. Désormais, tout est lié. Ensuite, les pays de l'Union partagent de plus en plus les mêmes intérêts de sécurité, que ce soit face au terrorisme, à la compétition japonaise, à l'hégémonie commerciale américaine ou à une instabilité future en Russie. On imagine mal, face à tout cela, comment un pays européen pourrait faire cavalier seul pour assurer sa sécurité. D'ailleurs, nos militaires savent très bien que le coût d'une armée moderne, dans un contexte économique difficile, incite les États à rechercher un cadre multinational, c'est-à-dire à plusieurs pays, pour assurer la sécurité. Alors peut-être que les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie peuvent y échapper, mais plus les États européens. Voilà, aujourd'hui on a vu donc ce nouvel environnement post-guerre froide. La semaine prochaine, nous verrons avec quelles institutions il convient de travailler pour savoir si les Européens ont les bons instruments pour façonner une politique étrangère commune.